Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler vraiment du changement climatique, de ses conséquences aujourd'hui, mais aussi de demain dans le monde du sport. Parler du monde du sport en général. Il est interpellé par certains constats. Déjà, la nature étant leur terrain de jeu aux sportifs. Les sportifs observent au quotidien la dégradation des rivières, des montagnes, des océans, les organisations sportives, et on va en parler tout à l'heure. C'est le maillon clé des territoires. Ils sont aussi exposés, eux, enfin plutôt elles, à ces bouleversements. Mais surtout, grâce à son incroyable pouvoir de mobilisation, il faut savoir que le monde du sport doit être en première ligne, et ça je le pense vraiment, pour agir en matière environnementale. Moi, je vais vous laisser vous présenter tout d'abord, chacun, dire à peu près ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Ensuite, on entamera le fameux sujet de discussion, comment rendre le monde du sport plus éco-responsable. Voilà, je vous laisse chacun vous présenter. Peut-être Monsieur Pierre, on peut commencer dans cet ordre-là. On va laisser Margot se présenter. Oui, moi, les gens me connaissent de mon école, certains me connaissent, d'autres non. Moi, je suis étudiante en deuxième année. Je fais partie de l'association J'ai du cœur, donc c'est une association caritative humanitaire qui existe depuis longtemps. Donc à la Paris School of Business, il y en a certains peut-être qui sont connectés, qui font partie de notre association, et j'en suis contente. Et je fais également partie d'Impact Campus, qui est une société qui agit avec sens tous les jours pour les entreprises et les particuliers. Et je fais partie de cette entreprise-là au sein de mon école pour la représenter. Voilà. C'est ce que je fais, et j'organise ce genre d'événements, des conférences, et c'est un plaisir de l'organiser avec vous. Je vous laisse vous présenter. Voilà. Je laisse maintenant Louise se présenter. Oui, Bien joué. Louise. Bonjour à tous déjà. Donc, moi, c'est Louise Bompé. Je suis la cofondatrice d'Ethics Events. C'est une agence événementielle spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs éco-conçus. Grâce à cette agence, on a créé notre premier événement. Donc, c'est la Run for Planet. Et le but, c'est de montrer qu'on peut produire des événements sportifs éco-responsables, et notamment des courses à pied. Donc voilà un petit peu pour ma présentation. Je grille la politesse à toi, Olivier. Bonjour à tous. Margot, merci de nous avoir sollicités pour cette webconférence. Moi, c'est Julien Pierre, ancien rugbyman professionnel. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France, et j'ai créé depuis peu, après, un engagement personnel dans la protection de l'environnement, et une réflexion, une reprise d'études aussi, parce que j'ai repris mes études il y a 3 ans, quand j'ai arrêté ma carrière. J'ai lancé depuis peu Fair Play for Planet, qui se veut le premier label vert pour les clubs et événements sportifs. J'imagine qu'on prendra un peu plus de temps pour en parler tout à l'heure. Génial. Génial, merci beaucoup à vous deux. Et Monsieur Ciaravino, je vous écoute. Enfin, on vous écoute. Enchanté. Bonjour à tous. Donc Olivier Servino, moi j'ai créé The Fair Sport. Donc on a un mot commun avec Julien, le mot faire, qui représente beaucoup de choses. Moi en fait j'ai à la fois une prise de conscience il y a quelques années du fait qu'en tant que sportif on avait vraiment, vous l'avez dit en introduction, mais un vrai devoir de respecter peut-être encore plus la planète, parce que c'est notre terrain de jeu. Et aussi, j'avais la chance d'être un professionnel de ce milieu-là à titre de produit. J'ai travaillé pour des marques pendant 20 ans. Et je trouvais pas mon bonheur dans la façon de concevoir et de développer les produits. Et donc, j'ai trouvé la meilleure solution, je pense, c'est de repartir de la page blanche en créant The Fair Sport, donc il y a à peu près un an, avec la mission de concevoir des produits qui concilient éco-responsabilité, performance et élégance, ce qui est un sacré challenge, mais qui vaut la peine d'être couru. Merci beaucoup. On vous remercie pour ces belles présentations. Alors, on va peut-être commencer à aborder le sujet. Pour vous, me donner une définition chacun, peut-être de l'environnement, ou en gros
de la co-création, parce qu'il y a un point commun que j'ai retrouvé dans le profil dans vos profils à vous, c'est la co-création, c'est la co-conception de projets, dont les projets éco-conçus, co-construction aussi de projets environnementaux. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Peut-être que j'ai pas été claire. Enfin, je l'ai vu sur Instagram et sur les sites. Non, je peux parler de ma partie. En fait, dans un des piliers de mon concept au départ de business model, c'est d'impliquer, la communauté de pratiquants le plus possible dans la construction des produits, notamment. Alors, je précise une chose, c'est que je pense que c'est pas pour se dédouaner de la capacité à innover que doit avoir une marque, parce que l'innovation vient pas automatiquement d'un sondage, mais doit venir aussi de la force de proposition d'une marque. Mais en tout cas, c'est un élément qui est très important dans mon développement parce que ça permet d'éviter de faire des erreurs et de valider, par exemple, des pistes de style ou des pistes de couleurs ou des références qui permettent d'être un peu plus certains de fournir aux utilisateurs ce dont ils ont besoin, quoi. Voilà, c'est l'idée dans ma société du concept de co-création. Très bien. Et est-ce qu'on retrouve un concept qui s'apparente, même si c'est le vestiaire sportif pour vous, Monsieur Saravino, est-ce qu'on retrouve un peu une sorte de co-création responsable, soucieuse de l'environnement dans vos projets, dans l'élaboration de vos projets ou non? Pour vous, du coup. Monsieur Vous Pierre, parlez de... je parle de Ah, d'accord, Monsieur Pierre et Madame Pompet, parce que du coup on a parlé de vos projets à vous, mais des si produits, ouais. de vos produits exactement, mais on parlera peut-être pas de produits, mais plutôt de services pour Monsieur Pierre et Madame Pompet. Donc par exemple, nous parler du label écolo, ou nous parler de comment ça s'organise pour les courses La Run for Planet, voir comment vous mettez ça en place. Je vous laisse. Si je dois prendre la parole, du Oui, coup. oui, oui. Nous, si on doit retrouver le concept de co-création, donc c'est pas du tout comme Olivier où on leur demande un petit peu comment va se dérouler la course, mais on peut un petit peu le retrouver quand les participants s'inscrivent, ils choisissent pour quelle association ils veulent courir. Donc on a choisi 4 associations et donc ils ont le choix, alors que généralement quand on participe à une course, c'est une association et on fait notre don. Là, ils ont un petit peu le choix de courir et de représenter une des associations représentées. Donc voilà pour la co-création. Après, nous, c'est surtout l'aspect environnemental qui est mis en avant. Mais je pense qu'on y reviendra par la suite. On y reviendra par la suite. J'ai juste une question à vous poser, Madame Pompet, sur d'où vous est venue l'idée de construire un projet comme une course solidaire. Enfin, l'idée vient d'où exactement? Déjà, elle vient de mon passé professionnel. Donc, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, je travaillais déjà sur l'organisation d'une course solidaire. Donc, j'étais dans une association humanitaire, Vision du Monde, et on organisait les 6 km pour l'eau. Donc, c'est une course pour l'accès à l'eau potable dans le monde. Et donc, on a voulu ajouter à cette dimension un petit peu solidaire, sociale, l'aspect éco-responsable. Et on s'est rendu compte que malheureusement, dans l'association dans laquelle on était confronté à pas mal de barrières et des habitudes de nos supérieurs qui faisaient que ils sont dans leur routine, dans leur c'est ça, dans leur sentier battu, ils veulent pas en changer. Donc par exemple chaque année, ils ont des bouteilles d'eau. Donc, l'année prochaine, on récupérera des bouteilles d'eau. Et quand on essaie de leur faire un petit peu part de nos engagements, c'était toujours un peu compliqué. Donc, ça allait un petit peu en conflit. Et on s'est dit que la meilleure solution pour le faire, c'était de créer notre propre course. Donc, je ne l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait avec mon associé que j'ai rencontré dans cette association-là. C'est génial. D'accord, vous nous en direz plus tout à l'heure. Et Monsieur Pierre, merci. Et Monsieur Pierre, du coup, l'idée de co-création, co-construction d'un projet éco-responsable, vous pouvez nous en parler de ce que vous faites? Oui, bien sûr. Déjà, je pense que la co-construction ou la co-création est beaucoup plus durable dans n'importe quel projet que l'on mène. Parce que d'imposer les choix, c'est toujours difficile. Donc de les construire ensemble et de créer des produits ou des événements ou des services qui seront adaptés vraiment aux partenaires avec qui on travaillera, sera forcément beaucoup plus durable. Nous, quand on va auditer les clubs et quand on émet des solutions, quelque part, on co-construit les solutions avec eux
pour les adapter le mieux possible à leurs contraintes, à leur écosystème et à leurs exigences. Donc oui, je pense que la co-construction, la co-création est extrêmement importante dans tout ce qui est durabilité et développement durable. Très bien. Je vous remercie pour ces réponses. Si on aborde le sujet de déjà, alors je me posais une question. Pourquoi le choix des 3 couleurs, vert foncé, vert clair et orange sur le logo? Alors, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre de poser ce genre de questions, mais c'est du marketing et il y en a parmi nous qui ont des cours de marketing. Donc, je trouvais ça cool de l'aborder. Donc, est-ce que Monsieur Ciaravino, vous pouvez plus nous en dire? Ah, bien sûr, mais c'est toujours alors ça peut être des questions qui sont un hasard, enfin des raisons qui sont un hasard, mais en l'occurrence ça l'est pas. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi. Dans notre réflexion, j'ai travaillé avec une agence qui m'a conseillé. Notre réflexion c'était d'essayer de trouver des couleurs qui puissent résumer au mieux évidemment les valeurs et l'engagement de la marque. Alors évidemment le vert ça fait quand même beaucoup référence à la nature et à la planète, même si la planète est bleue, mais voilà l'idée de nature. Et le orange, c'était pour trouver une couleur qui représentait un peu l'énergie du sport, qui est quand même au centre de ce pourquoi on fait ça. Et en fait, plus précisément, les 3 couleurs, en fait, ça reprend les trois termes de la baseline qui sont wear, train, respect. Alors c'est en anglais, mais le vert foncé, c'est pour nous l'expression d'un vert d'élégance. Voilà, c'est un vert plus de symbole ça peut être un des symboles de l'élégance. Le train, c'est le orange, c'est l'énergie du sport, on s'entraîne. Et le respect, c'est la partie engagement éco-responsable de la marque. Donc un vert plus nature, on va dire, plus forêt. Voilà, c'est vraiment le reflet de ces trois engagements. Je vous remercie. Je vais revenir à Monsieur Pierre. Alors, est-ce que vous voyez déjà le PPT que j'ai affiché? Oui. J'ai affiché un document normalement. Le lancement du premier label vert pour les clubs sportifs. Donc, je crois que vous êtes un ancien rugbyman. Vous pouvez aussi nous parler de votre sport, mais qu'est-ce que c'est ce premier label vert? En quoi il consiste? Quels sont vos projets par la suite? Donc, comme je disais, moi, c'est né d'une réflexion et d'un engagement depuis longtemps. Euh, je suis président et fondateur d'une fondation pour la protection de l'environnement depuis une dizaine d'années qui s'appelle la Passerelle Conservation. Et quand j'ai arrêté ma carrière, en tant que sportif, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Margot, en tant que sportif, j'ai pu voir l'impact du sport sur l'environnement à travers les grands événements. Euh, Ce que les grands événements peuvent déplacer comme foule, peuvent engendrer comme surconsommation parfois aussi. Donc j'ai pu voir ces engagements-là, j'ai pu voir ça, l'impact du sport sur ces grands événements, et je me suis rendu compte aussi de l'engagement des sportifs et de la place du sport sur la société qui est aujourd'hui primordiale. Donc c'est pour ça que cette idée de label est née petit à petit et a grandi et a grandi. Et c'est pour ça que cet engagement. Comment fonctionne notre label? Déjà, c'est un label qui se veut reconnaissant l'engagement éco-responsable des clubs sur l'environnement. Et du coup, on a créé un référentiel, euh, 18 thèmes. On a identifié les différents thèmes, les différentes caractéristiques environnementales avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et nous, une fois que l'on a que le club est rentré en contact avec nous, qu'ils ont rempli ce référentiel, nous on va sur place, on, on vérifie tout le déclaratif, on comprend aussi l'écosystème du club, comment il fonctionne, et derrière on émet un rapport avec une évaluation, une notation sur les différents thèmes et des recommandations pour réduire son impact petit à petit sur l'environnement. Quand vous parlez de recommandations, c'est quel type de recommandations que vous mettez en place? Nous, je vais peut-être dire d'abord
les différents thèmes qu'on va aborder. On va aller regarder toute la partie gestion des milieux, gestion des sols, donc ces sols, terrain, l'alimentation, la gestion des bâtiments, la gestion énergétique. Donc après, on va sur les sols, si on prend des exemples tout concrets, si un club utilise encore des produits phytosanitaires, mais ça sera de les remplacer petit à petit et les supprimer. Euh, D'avoir une meilleure gestion de l'eau sur le long terme et d'utiliser à bon escient l'eau et de l'arroser d'arroser le terrain quand il faut, au moment où il faut, pour gaspiller le moins possible. Voilà, ça va dépendre vraiment des différents clubs et de comment ça fonctionne, quoi. Comment ça s'organise? Ok. Ouais. Je vous remercie. J'ai une question pour vous tous qui rejoint tous les domaines, enfin tous les secteurs plutôt. Alors, comment montrez-vous au travers des réseaux sociaux en général votre engagement pour la transition écologique? Comment vous faites pour sensibiliser les jeunes comme les adultes pour qu'ils agissent en fait en faveur de l'environnement? Parce que c'est ça le thème. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est primordial. C'est vraiment l'outil qu'on se sert tout le temps. Hop, on se réveille, on regarde Facebook. Donc, je vous pose la question, comment vous faites-vous dans votre travail, dans votre travail? Comment vous vous organisez pour mettre en valeur tout ça? Ouais, je commence. Monsieur, vous Je prenez la commence. parole quand vous voulez. Enfin, juste ne vous coupez Déjà, pas, mais déjà je pensais que Facebook, c'était cuit chez... Apparemment, non. ah Bonne non, nouvelle. on utilise beaucoup Bonne, Messenger et Facebook. Oui. bonne nouvelle. Non, évidemment, c'est des moyens de communication importants et de relais. Je pense qu'il faut les utiliser à bon escient, tout simplement. C'est pas non plus c'est la partie que l'on voit de l'iceberg, hein, c'est tout, hein. Donc, faut faire attention à comment on communique dessus, évidemment, faire attention et faut travailler avec, c'est évidemment primordial. Mais, bah, je sais pas. Bah pour continuer, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est la vitrine un petit peu de ce qu'on vend. Et donc nous, par exemple, on vend une course éco-responsable et éco-conçue. Donc on essaie de vraiment mettre en avant pour, par exemple, quand ils arrivent sur notre compte Instagram ou des choses comme ça, dans notre feed, on sache direct que c'est fait, enfin c'est un produit pour des personnes engagées et que on veut aller au-delà de ce qui se fait ailleurs. Donc c'est pour ça que notre emblème, c'est notamment une planète. Et après, on essaie de faire de sensibiliser un petit peu nos followers, ceux qui nous suivent, donc à travers des petites missions, etc. Après, nous, c'est vrai que, pour notre événement, on s'est lancé sur les réseaux sociaux en décembre dernier, donc on est encore tout récent. C'est génial. Bah non, mais c'est top, surtout en plein Covid. J'ai envie de vous dire C'est que ça, c'est compliqué de créer des nouveaux projets. Donc, clairement. c'est assez ambitieux. Ouais, c'est assez ambitieux, mais pour pas mentir, on l'avait pas trop prévu quand on quand on a travaillé sur ce projet-là. On l'a créé il y a un an et demi. Après, il y a le temps de créer un petit peu dans l'ombre et ensuite d'apparaître sur les réseaux sociaux. Mais vu qu'on crée un petit événement, on espère vraiment que ça aura lieu et en tout cas, on va mettre toutes les mesures en place pour que ça ait bien lieu en juin. Et ça aura lieu, alors attendez, peut-être vous l'avez dit, mais comme vous dites beaucoup d'informations tous, elle aura lieu où en juin? Elle aura lieu dans 3 villes, donc à Paris, Lyon et Bordeaux. Lyon et Bordeaux. Est-ce que vous comptez démocratiser ce projet à l'international? Alors, pas tout de suite à l'international, mais en tout cas, on espère dans les prochaines éditions, se développer un petit peu plus pour s'étendre davantage sur la France, parce que c'est vrai que on a pas mal de demandes, notamment vers la Bretagne, autour de Nantes, etc., ou un peu plus dans le sud, vers Toulouse et Mhm. Marseille. Donc, c'est les gens qui nous le demandent. Donc, on pense que dans les prochaines éditions, on va essayer d'aller un petit peu partout. Mais pas encore pour l'international. On verra, on verra. D'accord, ok. Bah merci. Et Monsieur Ciaravino, quelle est votre pensée, votre avis sur les réseaux sociaux dans le monde du sport?
Non, je pense que, en fait, la base, c'est de savoir ce qu'on est, ce qu'on veut communiquer. À partir du moment Oui. où c'est assez clair, ça définit un peu des thèmes qui sont les piliers, l'ADN de la marque. Et les réseaux sociaux, il faut plutôt essayer de faire en sorte de pas y déroger, c'est-à-dire de tenir un calendrier, d'être sûr de bien adresser les thèmes qui correspondent à ce que la marque veut faire. Et après c'est aussi plus une question d'exécution et d'esthétique et de graphisme, de communication en général. Mais sur le fond, je pense que quand on est clair sur le chemin qu'on s'est fixé, les réseaux sociaux, ça doit montrer ce qu'on veut, le but qu'on veut atteindre, quoi. D'accord. Et par exemple, est-ce que vous pensez qu'en mettant les causes et les conséquences, donc c'est-à-dire deux photos, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on poste une publication, on peut rejoindre deux posts ensemble. Donc par exemple, mettre les causes et les conséquences, par exemple, les vêtements. The Fair Sport avec les conséquences de ce que ça peut apporter sur notre environnement. Est-ce que vous pensez que ça serait plus quelle tranche d'âge qui serait impactée, qui aurait envie d'acheter ou qui serait Bah, intéressée? alors moi, mon constat, c'est qu'en fait, finalement, ça touche quand même pas mal de générations. Enfin, la vôtre et même, moi j'ai des enfants qui ont 17 et 15 ans et ils sont aussi sensibilisés à ça, peut-être de manière différente. Vous n'êtes pas très loin de ça, mais Oui, de la absolument. génération 25-30, etc. Mais même moi j'ai 48 ans, les gens de ma génération, il y en a quand même pas mal qui se posent des questions et qui changent leur consommation, ne serait-ce que dans l'alimentation déjà depuis quelques années. Donc je pense que ça touche un peu tout le monde. Après, les réseaux sociaux, c'est une question de spécificité plus des réseaux sociaux à laquelle il faut s'adapter. Par exemple, enfin, c'est un peu un cliché parce que ça change, mais TikTok c'est pour les plus jeunes, Instagram C'est les vrai. un peu moins jeunes et Facebook les un peu plus vieux. Enfin, c'est schématique, mais c'est un peu ça quand même. Donc c'est vrai qu'on essaye un petit peu de changer les messages, mais je pense que je reviens à mon point de vue départ. Si on est vraiment en ligne avec le ton de la marque et qui on est, on arrive à être assez consistant sur les trois, quoi. Enfin, je suis pas sur TikTok, mais voilà, Vous peut-être. avez essayé de nous rassurer. Ouais. Très bien. Pour revenir au sujet des labels écolos, en dehors du coup, parce qu'on a parlé des réseaux sociaux, c'est très intéressant. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux quelque chose qui est hyper cool. C'était sur le site Écolo Sport, parce que je regarde beaucoup. Donc peut-être que je vous ai tous vus sur ce site. En tout cas, j'ai vu Monsieur Pierre qui nous parle de l'OL, premier club de football professionnel qui s'engage avec Fair Play for Planet. C'est quand même quelque chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Ouais, bien sûr. On a eu la chance de signer un partenariat avec l'Olympique Lyonnais assez rapidement. C'est le troisième club qui s'est engagé avec nous. Donc c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est certainement une référence en termes de stabilité, mais aussi d'engagement environnemental avec tout ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui à travers le parc OL qu'ils ont construit il y a quelques années et la réflexion globale qu'il y a au sein du club. Et on est en train de travailler avec eux petit à petit là justement pour les auditer c'est un sacré challenge pour nous qui sommes tout jeunes, J'imagine. mais c'est aussi un bon endroit pour apprendre vite et et vite vite se mettre en jambe, on va dire. D'accord. C'est génial. Et est-ce que vous avez signé d'autres, enfin, vous avez d'autres projets avec d'autres clubs en ce Oui, moment, autres que le foot et le rugby? on discute avec beaucoup de clubs actuellement, avec toutes sortes de clubs, basket, hand, foot, rugby, et des clubs de cyclistes, etc., etc. Après, évidemment, la situation sanitaire fait qu'aujourd'hui, les clubs n'ont pas forcément les ressources, mais il y a une vraie curiosité, tout du moins, pour ce qu'on propose, et un besoin de communication des clubs sur leur engagement. Donc, tous les clubs regardent et on construit petit à petit, mais c'est vrai que avec l'OL qui nous a mis un bon coup de boost, on, on prend le temps de bien construire sur les bases, quoi, voilà, s'il faut. C'est génial. Ben, merci. Alors, je vais revenir sur un sujet, ou quoique non, j'ai pas abordé ce sujet. C'est sur le tennis.
j'ai vu que la Fédération française de tennis s'engage dans la transition écologique avec l'opération, vous avez sûrement dû voir, des balles jaunes qui consistent à transformer les balles usées en revêtements de soie sportifs. C'est quand même exceptionnel. Est-ce que vous comptez mettre en place ou vous avez des idées comme ça de manifestations comme sur l'écosystème ou de projets en fait, enfin d'idées ou n'importe. Oui, on a plein de projets, plein d'idées. Si vous pouvez en parler, Non, enfin mais après, pour l'instant, la situation, encore une fois, la situation fait que ouais, tout ce genre de projets, on en parlait tout à l'heure avec Olivier, c'est tout ce genre de projets, pour l'instant, sont un peu en stand-by, et on attend que ça réouvre petit à petit avant de pouvoir se lancer. Donc, on a des idées, évidemment, vous en mais avez déjà réalisé peut-être avant, non, si non, on non, parle du futur, mais peut-être avant. non, 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 on n'a encore absolument rien réalisé d'action comme vous êtes en train de dire. Oui, la fédération, on a évidemment vu que la fédération de tennis que fait avec les balles. Mais il y a plein de choses qui sont faites dans le sport aujourd'hui. C'est vrai. Donc c'est un formidable vecteur aussi pour communiquer de ces engagements environnementaux. Et ben c'est du coup, vous avez évoqué la question que j'allais ensuite poser, c'est quel est le projet pour vous dans n'importe quel sport, et si vous pouvez en parler, qui vous a vraiment marqué peut-être en lien avec votre métier, mais aussi enfin un projet qui a déjà été fait ou même qui est relancé tous les ans, qui vous plaît beaucoup et enfin un projet qui s'engage vraiment en faveur de l'environnement du coup, Un projet, sportif. euh, non, mais si je reprends un exemple qui vient tout de suite, c'est un club de foot anglais qui s'appelle le Forest Green Rover, qui a été repris il y a quelques années par Dale Vince, quelqu'un qui est engagé dans la protection de l'environnement, et notamment des énergies vertes, et qui a fait de son club un modèle de club vert, où, par exemple, il n'y a plus de produits, il n'y a que des produits véganes qui sont distribués dans des différents restaurants, qui sont vendus dans différents restaurants, et tout est pensé comme ça. Donc, j'ai pas énuméré tout ce qui est mis en place, mais tout est pensé comme ça. Et c'est un vrai engagement, du coup, et c'est peut-être ce que devrait être un club de sport de demain. Très bien. Et vous, monsieur Saravino et madame Bompé, vous avez un projet qui vous tient à cœur, sportif? C'est la Ouais, course, du coup, la course solidaire. J'ai entendu parler de la course de l'orchidée. Vous devez sûrement connaître. oui, on m'en a parlé, oui, pour vous donner une piste pour essayer de les contacter, il y a pas longtemps. Ah, c'est vrai? Je sais C'est plus génial. qui, mais oui. Ah oui, Non, mais enfin, j'ai pas une idée concrète qui me vient. Après, je pense à certaines marques évidemment, c'est un peu un cliché, mais Patagonia, enfin, des marques qui ont un vrai engagement dans leur ADN. Ce qui est dans mon univers des produits, c'est quand même il y a quand même beaucoup plus des marques qui se sont soudainement transformées en marques soucieuses de l'environnement que des marques qui sont depuis le départ. Donc il y a un peu toutes les nouvelles marques qui sortent sont en général assez engagées, alors plus ou moins en profondeur, mais c'est un élément qui est tout le temps présent. Donc je pense que pour les produits, on arrive quand même à un renouveau, enfin, à une naissance de quelque chose de nouveau, quoi. Il n'y a pas vraiment de benchmark. Alors, encore une fois, Patagonia, il y a pas mal de choses à redire aussi, mais ils ont fait quand même beaucoup pour ça. ils ont fait quoi? Vous avez des exemples, enfin, quelque chose qui vous Ouais, a marqué, qu'ils ont réalisé? bah, ils ont fait pas mal de travail sur l'upcycling, par exemple, ça, les fins de vie des produits, la réparabilité, les matières utilisées. Ça a été une des premières marques qui a utilisé des matières recyclées ou naturelles. Quand j'y ai à redire, c'est que c'est quand même une société américaine enfin, c'est pas le problème qu'elle soit américaine, mais qui fait fabriquer beaucoup en Chine. Donc il y a encore la perfection n'existe pas, mais voilà, par rapport au discours matière et process, il y a quand même encore une réalité, c'est que les moyens de production sont très loin. Enfin, voilà, tout n'est pas abouti quoi pour le moment. Donc c'est pour ça que seules les nouvelles marques arrivent à partir sur un schéma qui est assez abouti en termes de localisation et matière. Et Mhm. je pense que ça se réinvente réellement. Donc les benchmarks du passé, ils n'existent pas fondamentalement quoi sur ces questions-là en termes de produits. Je parle. Comme par exemple Nike ou d'autres Oui, grandes enseignes.
Ouais, parce qu'en fait, ils ont vraiment moi, c'est plus profond que ça, c'est qu'ils ont des modèles économiques qui sont basés sur beaucoup de volume, un énorme chiffre d'affaires et des énormes quantités, etc. Et en fait, pour atteindre ça, et des énormes coûts marketing aussi, hein, ça on n'en parle pas, mais enfin, c'est aussi tout un équilibre qui fait qu'à un moment donné, si vous voulez vous développer, il faut aussi que vous payiez les produits pas très chers. Tout se tient. Et c'est vrai que c'est très difficile pour eux de changer de modèle rapidement. Donc, ils font des capsules, ils font des initiatives, mais ça reste très, très minoritaire dans leur chiffre d'affaires parce qu'il faudrait qu'ils changent complètement leur structure, leurs coûts pour s'européaniser, entre guillemets. Quoi. Nike est pas européen, mais Adidas, par exemple, pourrait, en tant qu'Allemand, se dire je rapatrie plus de production en Europe. Alors, ils essaient de le faire, mais ça représente encore très, très peu par rapport à ce qu'ils fabriquent. Et en plus, Adidas, ils recyclent pas forcément leur sweat ou les baskets, par exemple. C'est pas des baskets zéro déchet, hein, ce qu'ils vendent. Du coup, Alors, ils font des projets, c'est pour ça que voilà, je critique personne, hein, je suis très modeste aussi dans ma marque représente rien encore, donc voilà, c'est le projet est très puissant, mais la réalisation est encore très petite. Donc, ils essayent de faire ce que je dis, c'est que c'est même en voulant faire, et moi j'ai été à des positions aussi dans mes anciennes boîtes où je pouvais avoir des capacités à décider, mais en fait c'est quasiment impossible parce qu'on est dans des logiques, on doit maintenir nos niveaux de marge, il y a aussi des financiers derrière. Enfin, c'est tout cet écosystème qui est en place, qui fait que malgré la bonne volonté, c'est très difficile de changer radicalement. Donc, ils essayent de développer des projets, comme quoi des collections capsules, des sous-collections. C'est très bien, mais selon moi, c'est pas dans une logique de faire très rapidement une majorité de leurs produits comme ça. Quoi. Voilà, c'est pas oui, c'est un segment de produit, c'est une petite part, quote part. Oui, je sais que par Adidas, ils ont fait une paire de running qui est basée, qui est 100% à base de matière recyclée. Voilà, il y a des Salomon, on a fait aussi une. On Running, on a fait une qui est recyclable, upcyclable après utilisation. Donc il y a des super initiatives qui tirent aussi le message, hein, parce qu'on parlait de ça, c'est évidemment quelque part on peut dire ces marques historiques, ce sont des compétiteurs des nouvelles qui sont plus éco-responsables. Mais d'un autre côté, tout discours qu'elles vont avoir sur un marché plus propre et un fonctionnement plus propre de la chaîne, ça va nous aider, quoi, parce que on a aussi besoin de leur voix pour crédibiliser nos propos, quoi. D'accord, bah, c'est super intéressant, je vous remercie. Pour revenir au sujet, je vais aussi laisser la parole à Madame Pompey. Si vous pouvez tous interagir entre vous, il n'y a aucun problème. Pour revenir sur le sujet, voilà, enfin aussi du vestiaire sportif, comment vous arrivez à faire croire, entre guillemets, parce que nous, les consommateurs, ça peut être par exemple les dossards ou les bouteilles recyclées pour la course solidaire, ça peut être, je sais pas moi, le label écolo, ou par exemple, on peut se dire, bon, le mur qui est dans le club sportif, il nous raconte n'importe quoi. Voilà, on peut se dire ça en tant que consommateur. Ils nous disent n'importe quoi, on va pas forcément y croire à ce qu'ils réalisent, à ce qu'ils font. Comment vous arrivez à nous donner cette confiance pour qu'on puisse en fait s'engager ensuite et avoir envie de s'investir pour l'environnement. Parce que, par exemple, avant, j'y croyais pas trop. Et depuis un moment, je regarde Écolosport et bizarrement, Écolosport, la source, je me dis c'est fiable. Et comment vous arrivez à rendre tout ça fiable, entre guillemets? Bah nous, donc pour rendre Oui, nos données entre guillemets fiables, c'est ça? ouais, c'est ça en gros. Ouais. Bah déjà, enfin, c'est notre première édition, donc on a une facilité dans la mesure où c'est dans notre ADN, c'est dans notre nom. Donc rien que dans le nom, quand on parle de la Run for Planet, ça parle beaucoup plus, enfin, c'est plus en lien avec les co-responsabilités que quand on va aborder un autre nom pour pas les dénoncer, Marathon de Paris ou autre. Et en cité. Et après, bah, enfin, nous, on est convaincus par le sujet avec mon associé et ceux avec lesquels on travaille. Donc bah, sincèrement, pour les convaincre, enfin, je ne sais pas si on arrive vraiment à les convaincre, mais en tout cas, nous, on parle de ce qu'on connaît. On le montre avec des chiffres, avec des faits. Enfin, tout simplement, moi, en tant que pratiquante de course à pied, j'ai fait des dizaines et des dizaines de courses. Ce constat,
un peu comme vous, il m'est pas apparu du jour au lendemain en mode bon bah voilà, je vais devenir écolo, je vais faire des événements écolos comme ça. Donc c'est vraiment en participant au fur et à mesure, notamment au marathon de Paris, au semi-marathon de Séville, des choses comme ça, où je m'apercevais que l'événement en soi, il est génial. Enfin, c'est une expérience vraiment inédite et j'ai rien à redire là-dessus. Il faut un travail de malade. Mais quand on fait quand on est en train de courir et qu'on passe le ravitaillement et que là on voit par exemple toutes les bouteilles d'eau qui sont étalées le long des trottoirs, qu'on voit finalement l'impact de tous les t-shirts qui sont donnés aux participants, alors qu'ils vont être mis même pas une seule fois parce que des fois on va pas se mentir, ils sont très moches et en plus c'est des panneaux publicitaires parce qu'ils mettent tous leurs sponsors. Donc, en fait, ça vient d'une réflexion, je pense, personnelle de chacun. Oui. Et ceux qui veulent pas y croire, généralement, ils nous suivent pas, ils nous rejoignent pas. Et nous, on a pu le voir ces derniers jours parce qu'on a eu pas mal de parutions, etc. Donc, on a plein de gens qui se sont intéressés à notre événement. Et généralement, c'est des gens qui, pareil, ils sont assez assidus dans le monde de la course à pied. Ils en ont marre de voir certaines choses, genre par exemple, ne serait-ce que le t-shirt soit systématiquement donné alors que les gens ne le veulent pas forcément. Enfin, quand on fait hors période Covid, on va dire 20 courses par an et qu'on se retrouve avec 20 t-shirts, au bout d'un moment, faut pas forcer, quoi. Ça fait beaucoup, oui. Ouais. J'ai une question. Les t-shirts que... Juste pour rebondir sur un propos de Louise et ce qu'a dit aussi Olivier, c'est que je pense qu'une chose importante, c'est que ces gros événements ou ces grandes marques, pour se réinventer, c'est compliqué. Et aujourd'hui, des marques qui lancent dans leur ADN cette démarche-là, qui réfléchissent d'entrer dans la gouvernance, que ça sera éco-conçu ou éco-responsable pour les marques, etc. C'est beaucoup plus simple du coup pour se développer. Il n'y a pas besoin de justifier en fait, parce que la démarche, elle est ancrée depuis le début. Elle est ancrée dans la gouvernance et dans la façon de faire. Donc, il n'y a pas besoin quelque part de justifier encore plus, de communiquer beaucoup dessus, quoi. C'est ça. Oui, en fait, j'ai compris ce que vous dites. Donc, par exemple, une entreprise qui existe depuis des siècles, qui est pas du tout engagée, qui en a rien à faire de l'environnement et qui du jour au lendemain se décide de s'engager en faveur de l'environnement, on va un petit peu se poser des questions. Alors que si, voilà, on construit... Ça s'appelle le greenwashing. Le greenwashing, il y a un terme... greenwashing, c'est-à-dire laver du vert alors que c'est pas vert, quoi. Attendez, je vais l'écrire dans le chat. Je vais dire à tout le monde, regardez la définition du Larousse sur Internet. Ou sinon, vous nous dites directement. Voilà, greenwashing, c'est génial. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du greenwashing, chacun? Oui, alors, déjà, je pense que j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que j'ai tendance à être, et c'est aussi ma démarche personnelle, ayant connu 20 ans ces grandes marques, j'ai travaillé pendant 20 ans pour ces grandes marques, donc j'ai pas du tout la position de dire c'est un monde noir que je quitte et je rentre dans le monde vertueux. Donc j'ai été très heureux pendant 20 ans et je suis heureux maintenant, mais c'est différent. Non, mais simplement pour dire que il faut pas condamner les efforts de ces marques. C'est-à-dire que voilà, c'est pas automatiquement du greenwashing. C'est-à-dire qu'évidemment, elles ont des capacités à communiquer très fortes et à dire, à faire miroiter beaucoup plus que ce qu'elles font, en gros. C'est-à-dire qu'elles font une initiative et on a l'impression que c'est la société qui s'est transformée, la marque s'est transformée, c'est pas le cas. Donc maintenant, il y a du greenwashing dans le sens où il y a des marques, par exemple, qui vont dire que, moi j'ai vu des éléments très précis, qui vont dire produits fabriqués à base de fibres recyclées. Et quand vous regardez les spécifications du produit, il y a 35% de fibres recyclées. Donc ça, c'est un exemple très très concret. Mais pour moi, c'est du greenwashing dans le sens où on donne un titre à quelque chose et en fait, quand on regarde, c'est même pas la majorité des matières utilisées. Voilà, ça c'est un exemple et qui arrive très très souvent. Je peux vous en sortir des exemples. J'ai pas que ça à faire, mais il y en a plein. Vous pouvez chercher dans les grandes marques. Ça, c'en est un. Après, il y a des marques qui communiquent, qui mettent tout sur les matières, donc qui ont effectivement 90-100% de matières recyclées, mais qui continuent à fabriquer en Chine ou en Inde ou au Pakistan et qui le disent pas. Donc, et qui se présentent comme ayant une démarche. Alors encore une fois,
si on prend du recul, c'est déjà mieux qu'avant où il y avait 0% de matière recyclée et 100% fabriqué en Chine. Donc, c'est pour ça que c'est quand même très positif. Mais ce qui est un peu voilà, dommage, sans qu'on se mette en porte-à-faux, mais c'est que nous-mêmes en ayant une démarche vraiment totale sur l'approche éco-responsable et sociale, c'est parfois un peu frustrant de se dire que d'autres prétendent être pareils alors qu'ils ne le sont pas. Quoi. Voilà. Mais la logique de moi que je souhaite pour notre marque, c'est que ça soit une démarche positive et qu'on communique ce qu'on sait faire de bien, ce qu'on fait de bien, et pas trop regarder ceux qui mentent, quoi. Voilà. Grosso modo, voilà. Mais du coup, vous devez connaître l'application Yuka pour, par exemple, au supermarché, vérifier à chaque fois Oui. pour les produits. Bon, là, je parle de l'agroalimentaire, mais est-ce que vous connaissez et vous nous conseillez à tous une application qui nous permet de voir si le produit qu'on veut Alors, acheter est je responsable? pense Il que en existe Louise, une. elle connaît. Je me souviens plus du nom, mais quoi tu connais, Moi non Louise? plus, je me souviens plus du Ah nom. Je mince, crois que c'est non, Clear je pose Fashion, une colle, un non, c'est truc pas comme gentil. J'irai voir Alors, en mon... fait, c'est une application qui est plus dans la mode au départ, Ouais, mais c'est on ça. peut y être en tant que marque. Enfin, elles peuvent aussi travailler avec des marques de sport. J'ai oublié le nom. Je Mais en fait, regarde, Moi je vais aussi, je me regarder. souviens plus. la problématique aussi, ça C'est tout récent. ouais, c'est un point important, c'est qu'en fait, en tant que c'est un sujet qu'on a aussi, c'est qu'en tant que petite marque, très petite marque comme la mienne, c'est parfois des labels qui coûtent un certain montant et c'est pas automatiquement évident de faire tout le processus d'application, même en termes de temps, parce que ça demande beaucoup de temps pour être audité, et voilà, donc il y a quand même déjà pas mal de marques qui ont une certaine taille en fait dedans, ce qui est déjà très bien, hein, mais pas automatiquement les plus petites startups quoi. Ouais. Non, C'est Clear Green Fashion. Fashion, non? Green Fashion? Ouais, c'est ça. Clear Fashion, ouais. est-ce que vous pouvez l'écrire dans le chat pour que les gens, vous avez accès au chat normalement? C'est fait normalement. Ah oui, Clear Fashion, c'est bon, parfait. Voilà, donc vous pouvez télécharger, je vous invite tous à télécharger cette magnifique application. Donc j'ai une question à vous poser, Madame Bonpet. Oui. Qu'en pensez-vous, qu'en pensez-vous d'imposer aux sportifs de haut niveau, est-ce que ça se fait déjà en plus, dans leur club, un dossard composé de minéraux? Est-ce que ça serait une bonne idée qui pourrait sensibiliser du coup à l'impact Vous environnemental? voulez dire par rapport au dossard qu'on Ouais, propose? c'est ça exactement, mais dans les Oui, clubs de sport, du coup, pour parce que rejoindre nous, on Monsieur propose Pierre. un dossard innovant dans la mesure où il est produit à partir enfin, il n'y a pas besoin d'eau pour la production. Donc ça, c'est vraiment une innovation. Après, en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, je suis pas sûre qu'ils aient forcément des dossards comme nous, on donne aux sportifs amateurs. J'avoue que je suis pas forcément très calée sur le sujet. Mais faudrait vérifier, mais je suis pas sûre qu'ils aient des dossards comme ça. Je me demande si c'est Monsieur pas tout Pierre, peut-être simplement intégré sur leur savoir. t-shirt ou. Non, mais pour le sport de niveau, les sports collectifs, il y a des dossards évidemment, mais au-delà des dossards, c'est toutes les tenues. Après, c'est c'est pas l'imposer aux joueurs ou aux sportifs, c'est une démarche du club. Ça doit devenir une démarche du club, donc c'est différent. Mais oui, il faudrait revenir petit à petit, oui, bien sûr. C'est vraiment le club, par exemple, vous avez joué beaucoup à Clermont-Ferrand. C'est par exemple le club sportif de Clermont-Ferrand qui va fixer ses objectifs ou ses attentes, par exemple, par rapport au Dossard, si ils ont envie Non, de. mais le club a des partenariats avec des équipementiers, euh, Mhm. et après ça découle de ça. Donc aujourd'hui, les équipementiers sont de plus en plus engagés. On parlait des marques tout à l'heure, les marques sont de plus en plus engagées. Alors est-ce qu'il y a du greenwashing ou pas? Il y a toujours une partie de flou. Ça, je laisserai Olivier juger. C'est flou, hein. Mais l'important, c'est de s'engager aussi et de changer de mentalité. Donc on voit de plus en plus de mouvements et d'actions qui sont menées, donc tant mieux pour ça. D'accord. Et en parlant de mouvement, on va terminer là-dessus. Pour les JO 2024, faut savoir que, alors je vais peut-être laisser la parole à Madame Picard, qui est la RSE de notre école, qui peut peut-être intervenir, qui veut. Je veux bien lui laisser la parole. Sinon, je prends la parole.
Alors, est-ce qu'elle est là? Je vais envoyer un message, excusez-moi. Sinon, je vais commencer à parler. Bon, je n'ai pas l'impression, j'ai juste regardé si... non, je vais prendre la parole. Très bien. Donc alors, concernant les JO, j'ai vu qu'ils sont très attendus. Ils se dérouleront à Paris, donc c'est un honneur. Donc il y aura Thomas Estanger, du coup patron du comité d'organisation. Du coup, j'ai vu que ça serait plus tourné sur. Il y a une partie écologique en fait. J'ai vu que c'est un engagement qui a une véritable rupture par rapport aux éditions précédentes. Cela s'inscrit vraiment dans une conviction forte de mettre en place des jeux en cohérence avec son temps. Donc, j'ai vu qu'il y avait un partenariat avec WWF, vous devez sûrement être au courant de tout ça. Et ainsi respecter une dimension environnementale aujourd'hui. Donc, selon vous, quels engagements concrets devraient être pris? Donc, c'est la question que je vous pose. Peut-être commencer par Monsieur Schiaravino. Après, je vous laisse Monsieur Pierre ou Madame Bompé intervenir par la suite. Ouais, alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, je trouve que c'est génial pour nous, hein, acteurs de ce message-là, que la France s'engage pour des jeux verts, enfin des jeux plus clean. Ça fait aussi écho aux accords de Paris, parce que il se trouve que c'était en France et que on en a reparlé avec l'actualité américaine puisqu'ils ont re-signé les accords de Paris. Et de manière plus générale, je trouve que enfin, quand on prend un peu du recul sur l'économie mondiale et je reviens à ma problématique d'équipementier et de produits, je trouve que c'est assez logique finalement que l'initiative vienne de l'Europe en termes de géographie. Alors, les JO sont pas liés à l'Union européenne, mais quelque part c'est quand même la France, c'est un carrefour de l'Europe géographique. Et je trouve que c'est que les Jeux qui sont la plus belle expression du sport et l'aboutissement pour beaucoup de sportifs et mis ça de manière aussi évidente en France, en Europe. Voilà, très égoïstement, mais aussi pour les valeurs auxquelles je crois. C'est une super perspective parce que les 3 ans qui vont précéder, c'est aussi là où on construit parce que ça arrive. Et après, il faut espérer que ça donne des fruits. Après, en ce qu'on peut attendre, voilà, je pense que ça peut, ça doit prendre tous les aspects, hein, et c'est quelque part peut-être que Louise, par rapport à ça, si on démultiplie l'événement que Louise, elle va en parler elle-même, mais organise, c'est peut-être un peu prendre tous ces points-là et ces segments-là et les mettre en place de manière à la taille des JO, mais c'est passe par plein de choses de bon sens, mais l'alimentation, le gaspillage, enfin tout ça quoi. C'est les logements, enfin voilà, les transports. J'ai pas un avis très précis, mais je pense qu'il y a tellement de choses à faire et qui ont déjà été faits dans d'autres JO aussi. Hein, ça, on commence pas à zéro non plus, mais c'est super encore une fois que la France le mette en top d'objectifs. Il s'appelait les Jeux verts. J'ai vu, c'est les jeux les plus verts. On est quand même au top. Je vous laisse, Monsieur Pierre, interagir aussi. Non, mais je pense que déjà, c'est compliqué de parler à la place du comité olympique, mais évidemment, ils ont pris de grands engagements et c'est très bien pour la France et c'est très bien pour les JO, pour le sport, pour nous, nos différentes démarches. C'est évidemment important par rapport aux accords de Paris qui avaient été signés à l'époque. Ouais, non, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Et, bah, je pense que Louise a évidemment beaucoup d'idées là-dessus. Je lui laisse la parole. Bon, bah, du coup, c'est à moi. Oui, oui. Non, mais bah, du coup, moi aussi, je trouve ça vraiment génial et j'ai envie de dire enfin. Après, ils ont une grosse difficulté, c'est que bah, c'est un événement qui va rassembler énormément de sportifs, énormément de spectateurs, et donc à partir de là, énormément de gens de l'organisation en interne, et donc à partir de là, faire un événement éco-responsable, c'est toujours un peu plus compliqué. Ah oui. Après, ils peuvent mettre plein de choses en place, donc notamment effectivement pour limiter
le gaspillage, etc. Parce que c'est des choses, notamment, on a pu le voir sur des jeux précédents, mais il y a des bouteilles, etc., qui sont jetées, il y a de l'alimentation, pareil, qui est perdue bêtement, alors qu'il y a des associations qui les récupèrent. Euh, donc après, oui, moi je trouve que c'est une initiative géniale, mais j'attends de voir quand même les actions concrètes qui vont être mises en place, parce que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelque chose qui fait quand même assez débat, c'est que pour construire une piscine olympique, donc je crois que c'est à Aubervilliers qu'ils veulent la construire, ils vont détruire donc un immense champ où les gens cultivent, etc. Et donc ça appartient à des particuliers. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de détruire le peu de nature qu'on a encore en Île-de-France pour construire une piscine olympique alors qu'on en a? C'est des choses où je me dis, bon, ce sera des jeux verts, mais est-ce qu'il ne faut pas pousser un petit peu plus à fond, et est-ce qu'il ne faut pas tomber dans le fameux greenwashing dont on parlait tout à l'heure? Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Si je peux dire un mot, c'est que honnêtement, ça dépend comment c'est construit, comment c'est fait. Pour la piscine, c'est comme pour les clubs sportifs, c'est de la construction, tout ça, c'est du bâtiment, mais c'est encore un problème de consommation d'eau. Si on consomme trop d'eau, comme c'est une piscine, ça peut devenir, ça peut être totalement paradoxal en fait. Donc, Après, moi, c'était pas tant sur le fait que ce soit une piscine qu'ils construisent, mais c'était le fait de détruire un espace naturel alors naturel. qu'on a déjà ces infrastructures. Et donc, c'est comme par exemple, le plus écologique est de ne pas produire et d'utiliser ce qu'on a déjà. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Bah, je pense la même chose que vous. Je sais pas si vous aussi, Monsieur Serafino, Monsieur Pierre, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Non, Non? Non, c'est clair. Très bien. Alors, attends, je peut-être laisser la parole à. Déjà, je voulais vous remercier pour toutes ces réactions, vos opinions, votre ressenti, enfin tout ce que vous avez pu dire, c'était super intéressant et c'était un réel plaisir d'avoir fait cette conférence à distance. J'aurais préféré la faire en physique, en toute honnêteté, mais Toujours mieux. c'était quand même, c'est toujours mieux. Mais bon, c'était quand même sympa de le faire avec vous. Et je vous remercie à vous et aussi aux étudiants qui se sont connectés. Voilà, je crois qu'on est 30 sur 500. Je regarde en même temps. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Sierravino qui voulait en dire quelques mots pour la fin de cette conférence. Oui, non, je voulais vous proposer un petit code réduc. Merci. Voilà. Je vais le mettre en chat spécifique pour vous. Voilà, ça me ferait déjà plaisir que vous visitiez un peu le site et nos trois sites, hein, pour voir concrètement ce qu'on a à dire de manière un peu plus structurée peut-être et exhaustive que ce qu'on a fait. Parce que c'est aussi sans parler de transactions commerciales, mais je veux dire déjà par rapport au message qu'on véhicule, si les gens visitent, et notamment les jeunes, les étudiants, nos sites et peuvent comprendre ce qu'on fait et en reparler autour d'eux, c'est beaucoup de choses qui avancent, quoi. Donc voilà, merci d'avoir créé l'opportunité. Avec plaisir. En plus, on est une école de commerce, donc j'ai envie de vous dire que les codes promo avec le BDE et le bureau des sports, ça marche tout le temps. Du coup, on est en plein dedans tout le temps, hein. On lance des codes promo Ornicar ou autres. Donc, c'est un plaisir de faire ça avec votre marque. C'est gentil de proposer. Ça change un peu les idées, surtout dans un contexte Covid. Voilà. Écoutez, on va voir les interactions des gens avant que vous partiez, juste voir si est-ce que ça vous a plu? Alors, c'est génial, vous avez mis Fair Play for Planet. Je pense que c'est Monsieur Pierre, non, sûrement, ou Monsieur Serravino. Non, c'est Monsieur Serravino qui a mis pour le code promo. Non, j'ai dû juste le. C'est qui Ah oui, qui a j'ai pas mis. Fair Play for Planet? C'est Monsieur. J'ai pas mis le site. Ah oui, ok. Très bien. De toute façon, je leur ai dit d'aller. Vous allez tous follow la Run for Planet, The First On Sport. vous attend. Oui, franchement, c'est super intéressant. C'est gentil. SB 10. Ah, c'est génial. En plus, c'est le nom de notre école. Ouais, trop la classe. Trop la classe. La classe. Ouais, franchement, là, super intéressant et enrichissant. Écoutez, moi, je vais mettre un petit cœur.
Voilà. Je suis contente. C'est grâce à vous. Hein. Voilà. Bah, c'est super. Bah, écoutez, je pense que c'est la fin. Peut-être Madame Tesson va venir, je sais pas. On va peut-être se dire au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt et Au passez revoir. une très bonne soirée. Et bon courage à vous, tous À vos vous projets. aussi. Merci, au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.